Bonjour, alors aujourd'hui on va voir une belle formule. Qu'est-ce que c'est qu'une belle formule? C'est ce qu'on va voir. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Avec une belle démonstration. Il s'agit de la formule de Dubinsky et pour l'instant je fais un petit peu de mystère pour pas dire sur quoi ça porte. Ceci dit, je l'ai un peu dit. Bon, on part du groupe de permutation Sn qui agit sur un ensemble de 1 à n par naturellement, ce qu'on appelle l'action naturelle, sigma.i, c'est sigma de i, et cette action est bien connue pour être transitive. Alors, Sn est transitif, et même il est beaucoup plus que ça, il est super transitif, il n'y a pas plus transitif que Sn en fait. Alors, regardons sa super transitivité, son super pouvoir de transitivité. Il agit, en fait, sur x croix x. Bah oui, il agit sur x croix x, c'est-à-dire l'ensemble des couples d'éléments de x, par sigma agissant sur la paire ij par sigma de i, sigma de j. Encore une action naturelle. Alors après, on peut se dire, oui, alors s'il est super transitif, il doit être au moins doublement transitif, c'est-à-dire il peut envoyer deux éléments quelconques sur deux éléments quelconques. Si on y réfléchit, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que si i est égal à j, d'accord, forcément sigma de i va être égal à sigma de j. Il est très transitif, il a beaucoup de pouvoir, mais ça, il ne peut pas séparer des gens qui étaient égaux au départ. Bon. Donc, l'action ne va pas être, on a beau faire ce qu'on peut, l'action ne va pas être transitive là-dessus. Donc, on commence à se poser des questions sur le nombre d'orbites exactes de Sn. Sn, après, agit sur x croix x croix x, etc., m fois. Et on est en mesure de se poser la question, combien y a-t-il d'orbites? Alors ça, c'est des questions assez classiques, à partir d'une action, d'en faire plusieurs, et ça s'appelle le plétisme. Faut bien voir que les actions de groupe, c'est un petit peu le brouillon, en quelque sorte, de la théorie des représentations. Et quand on fait de la théorie de représentation, on obtient des tas de représentations comme ça, par plétisme. Mais on en était resté à la question suivante. Quel est le nombre d'orbites? C'est la formule de Burnside qui nous donne le nombre d'orbites. Celle-là, elle va nous donner de façon automatique. C'est la moyenne des invariants quand G agit sur un ensemble Y. Alors ici, c'est Sn qui agit sur l'ensemble x croix x m fois. Et qu'est-ce que c'est que l'invariant? Donc si sigma est dans Sn, dire qu'un élément là-dedans est invariant, c'est dire que, par exemple, ici, sigma de i doit être égal à i, et sigma de j doit être égal à j. Donc finalement, l'invariant produit, c'est le produit des invariants. Donc ce qui fait que le cardinal de ça, puisqu'il faut calculer ce cardinal, d'après la formule de Burnside, c'est le cardinal des invariants puissance m. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ranger ici les éléments de notre groupe G, donc ici c'est Sn, par leur nombre d'invariants. Par exemple, combien y en a-t-il ici qui ont 0 invariant? Alors les 0 invariants, c'est ce qu'on appelle les dérangements. Et on a des formules qui nous donnent le nombre de dérangements. Ces formules sont vraiment pas compliquées, c'est juste de la formule du crible. Bon, on verra tout à l'heure. Donc, je vais appeler D indice n le nombre de dérangements de Sn, et en fait, c'est facile de voir que, à partir du moment où j'ai D indice n, c'est-à-dire les éléments de Sn qui ont 0 invariant, je vais avoir les éléments de Sn qui ont 1 invariant, 2 invariants, 3 invariants, etc. C'est assez simple. Regardez, on va se donner comme exemple n égale 4, et donc ce sont les permutations d'un ensemble à 4 éléments, disons 1, 2, 3, 4. D4 est égal à 9. En fait, quand on regarde les éléments donc dans leur décomposition en cycle, qui dérangent tout le monde, qui n'ont aucun invariant, vous allez avoir les 4 cycles, donc 1, 2, 3, 4 par exemple, il y en a 6, ce
qui est normal, parce que le premier, il a 3 possibilités, le deuxième, il a 2 possibilités, puis le troisième, il est obligé de se recycler, voilà. Donc ça en fait 6, et il va y avoir les doubles transpositions. 1, 2, point 3, 4, 1, 3, point 2, 4, et 1, 4, point 2, 3. Voilà, donc ça fait 6 et 3, 9. Les autres, c'est des transpositions, c'est des 3 cycles, c'est l'identité, donc il y a toujours des invariants. Donc D4 égale 9. Bon. Alors maintenant, un invariant. Ben, si on a un invariant, lequel c'est d'abord? Exactement un invariant. Hein. D'abord lequel c'est, on en choisit un parmi 4, et ensuite, ben, les 3 autres, il faut que ce soit, qu'il n'y ait pas d'invariant, donc c'est D3. D'accord? Donc parmi 3, il faut trouver des dérangements de S3. Alors des dérangements de S3, c'est forcément les 3 cycles, et les 3 cycles, ben, il y en a 2. Donc ici, on a 4 fois 2, ça fait 8. Ensuite, toujours dans S4, on cherche, quand c'est ce qu'il y a 2 invariants, et ben, on va chercher les 2 invariants d'abord, 2 parmi 4, et ensuite c'est D2. Bah, D2, bah, ça veut dire qu'on fixe les deux, obligé. Donc il n'y a qu'une seule possibilité. Et donc ça fait 6. Et 3 invariants, bah, par contre, 3 invariants, on va avoir du mal à trouver. Parce que si on a 3 invariants, on a forcément le 4e qui est invariant. Donc on n'aura jamais 3 invariants. En fait, c'est que D1 est égal à 0. Voilà. Et 4 invariants, eh ben 4 invariants, ça veut dire que c'est l'identité, c'est 1. Mais là, on va généraliser, disons que on va créer une notation D0 qui est égale à 1. D'accord? Bon, voilà, les dérangements d'un ensemble à 0 éléments, c'est égal à 1. C'est une convention qui permet de continuer les habitudes calculatoires. Voilà. Alors, maintenant, allons-y. On est sur S4 et on va faire agir S4 sur x croix x croix x m fois pour m égale 1. Bon, donc ça va être transitif, on va tomber sur forcément une seule orbite. Alors 9 fois 0, d'accord, 8 fois 1, invariant, 6 fois 2 invariants, 0 fois 3 invariants et 1 fois 4 invariants. Et là, quand on fait le calcul, ça va faire 8 et 12, ça fait 20, 24 divisé par 24, ça fait 1. C'est toujours un plaisir de tomber juste comme ça. On continue. Maintenant, on va agir. Donc le 1, c'était ça qu'on voulait, évidemment, puisque c'était transitif. Il y a une seule orbite. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le nombre d'orbites pour celui-ci? Eh bien, c'est pareil. Donc d'après cette formule ici, on va avoir x sigma puissance 2, donc ici on va avoir la même chose, exactement la même formule, mais avec 0 carré, 1 carré, 2 carré, 3 carré, 4 carré. Et là, ça va faire 8, 8 et 24, 32, 32 et 16, 48, 48 divisé par 24, ça fait 2. Donc on a 2 orbites. C'est ce qu'on avait dit, finalement, ici, on a 2 orbites, effectivement. Soit I, voilà, ça va faire une orbite, évidemment. Et puis, les couples IJ avec I différent de J, bah oui, à partir du moment où vous avez I différent de J et I' différent de J', alors vous pouvez toujours trouver un sigma qui envoie le couple IJ sur le couple I''J'. Bon, ça c'est clair, et c'est la supertransitivité finalement de SN. Bien. Et donc, on tombe bien comme voulu, sur 2. Maintenant, on part à l'aventure avec m égale 3. Et là, on a 1 sur 24, et ben la même formule, mais avec 3, avec des cubes. Et là, on va avoir 8. Ici, on va avoir 48. 48 et 8, 56. 56 ici et 64, ça fait 120 divisé par 24. Et on tombe sur 5. Alors, c'est toujours sympa d'avoir des suites, parce que on peut toujours essayer de deviner quel est le suivant. 1, 2, 5. Ben, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Alors nous voici sur l'encyclopédie en ligne des suites d'entiers. Alors 1, 2, 5, voilà, on cherche. Et on tombe sur les nombres de Catalan. Alors les nombres de Catalan, voilà la formule. C'est le nombre de parenthésage que l'on peut faire sur un mot
à n lettres. Donc c'est bien fait, j'aime bien ce site. Donc il y a mon collègue Frédéric Chapoton, co-auteur, voilà, qui est un spécialiste des nombres de catalans. Il y a les nombres sous la forme n2 plus 1, tiens, 1, 2, 5, bah ouais, j'avais pas pensé. 1, 2, 5, 10. Il y a les nombres de Bell, 1, 2, 5, 15. Voilà. Eh bien, on va voir ça, et on va calculer le quatrième terme. On va voir si ça va être 14, nombre de Catalans, 10, n2 plus 1, 15, nombre de Bell. Bon, vous voyez qu'on a décidé de ne pas réfléchir aujourd'hui, hein, c'est repos. Hein. Donc le calcul déterminant qu'on fait, c'est de le regarder pour 4, pour voir si c'est un nombre de Catalans ou un nombre de Bell. Et ben il se trouve que pour 4, on tombe sur 15 et non pas 14, et voilà, hein, c'est un nombre de Bell. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Alors évidemment, hein, là on a triché un peu, mais c'est intéressant d'aborder un petit peu les maths avec ces suites qui sont répertoriées et qui suggèrent que ça puisse être ceci, ça donne des idées. Et là, ça donne quelle idée? Ça donne l'idée que Bm, donc le nombre d'orbites de Sn sur x puissance m, c'est un nombre de Bell. C'est le nème nombre de Bell, qui est le nombre de partitions des ensembles de 1 à m. Alors regardez, par exemple, si vous prenez m égale 3, et donc on doit tomber sur 5, eh bien oui, vous allez avoir ijk, voilà une partition, ij puis k, ik puis j, jk puis i, et puis l'ensemble total ijk. Ça fait bien 5 éléments. Voilà, alors, comment ces 5 éléments se retrouvent à former 5 orbites? C'est assez naturel. On avait vu tout à l'heure pour 2 que ça correspondait à i égale j et i différent de j. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on a une partition pi, on a la relation d'équivalence associée à cette partition, d'accord, hein, où les éléments sont équivalents. Si seulement s'ils sont dans le même, par exemple ici pour cette partition-là, I est équivalent à J et K, il est tout seul. Bon, j'aurais dû mettre ici à chaque fois des choses, voilà. Bien, donc voilà, c'est sa relation d'équivalence. Et l'orbite, ça va être l'ensemble des muplets d'éléments de 1 à n. Alors bien sûr, ça demande que m soit inférieur ou égal à n, hein, sinon on aura, ce ne sera pas assez déployé, hein, cet ensemble-là. Donc ici, on a l'ensemble des muplets avec ik égale il, si k est dans la même partie que L pour la partition. Voilà. Donc par exemple ici, on va avoir l'ensemble des triplets ijk avec I égale J, mais K différent de I et donc de J. Voilà. Donc ça va former forcément une orbite. Alors pourquoi? Parce que bon, c'est assez simple finalement. Sn justement est super transitif. Quand on a des éléments 2 à 2 distincts, c'est pour ça que j'ai pris m inférieur ou égal à n pour pouvoir assurer cette existence. Eh bien, et si je prends i' 1 jusqu'à i'p, 2 à 2 distincts, je sais que je peux trouver un sigma qui envoie tous les ik sur les i'k. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et on voit que les nombres de Bell, alors les nombres de Bell, voilà, c'est le nombre de partitions, c'est le nombre de relations d'équivalence dans un ensemble à m éléments, et on vient ajouter à ça le nombre d'orbites de Sm sur l'ensemble à m éléments, puissance m. Voilà. Donc finalement, moralité, la formule de Burnside va nous donner que Bn va être égal à 1 sur factoriel n, dn 0 puissance n,
ben, 1 parmi n dn-1, 1 puissance n, etc., jusqu'à dn, d0, n puissance n. Et donc notre formule, pas encore terminée, parce qu'il faut encore travailler sur D, mais bon, là c'est pas difficile de travailler sur D, c'est Bn égale 1 sur factoriel n, somme de k égale 1 à n, j'ai viré celui-ci, bon, il sert à rien, hein. Dn moins k, k parmi n, et k puissance n. Voilà cette formule pour les nombres de Bell. Et là maintenant, il nous reste encore à travailler un tout petit peu pour cette formule des dérangements. Donc, je reprends cette formule et maintenant, je vais y intégrer la formule des dérangements. Alors, bon, je rappelle un petit peu comment on montre la formule de dérangement. Vous pouvez le trouver dans le carnet de voyage en algébrie. Toutes les applications de la formule du crible. Encore qu'on n'a pas besoin non plus d'utiliser la formule du crible. Ça peut se faire aussi en inversant une matrice. C'est quand même assez simple. Mais là, avec la formule du crible, vous appelez A indice I l'ensemble des permutations de Sn qui fixent I, et vous dites que finalement, Dn, c'est l'intersection, donc déranger tout le monde, c'est voilà, déranger tout le monde, c'est l'intersection pour I égale 1 à n, DAI bar, c'est-à-dire tel que sigma de I doit être différent de I. Donc ça nous fait le cardinal donc du bar de la réunion. Donc c'est factoriel n moins le cardinal de la réunion. Et là ici, du coup on applique la formule du crible. Voilà. Avec somme de j égale 1 à n, moins 1 exposant j moins 1, et le cardinal de l'intersection des AIL, ici, dès qu'on a pris une partie à j éléments, voilà, parmi les AI. Et là, ici, disons que prendre le cardinal de l'intersection des AIL pour tous ces I indices L, eh bien ça revient à fixer tous ces éléments et donc à permuter les autres. Donc on va avoir un n moins j factoriel, puisqu'on permute les n moins j autres, et comme c'est la même chose pour tous, eh bien il faut le multiplier par le nombre de parties à j éléments parmi n. Donc voilà. Et ici, on a moins 1 puissance j moins 1. Voilà. Alors avec le moins, ça va faire un plus moins 1 puissance j. Et en fait, je vais pouvoir intégrer ce factoriel n dans la somme. C'est somme de j égale 0 à n de moins 1 puissance j. Alors ici, il y a une simplification. N moins j, on a un factoriel n moins j qui va s'éliminer avec le dénominateur. Il va rester que factoriel j. Et là, vous voyez bien que pour j égale 0, on tombe sur le factoriel n qui était là. Donc c'est le terme supplémentaire. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à intégrer cette formule, mais pour dn-k. Et on va avoir le factoriel n qui va s'éliminer avec le factoriel n qui est ici. Il va rester factoriel k, k puissance n, k égale 1 à n, évidemment. Et ici, dans la somme, on va avoir une somme de j égale 0. Comme c'est dn-k, on va aller jusqu'à n-k ici. On va avoir le moins 1 puissance j, factoriel j. Et ici, on a un factoriel n-k qui se sera éliminé avec le factoriel n-k qu'il y a ici. Donc, il a disparu. Et donc, voilà, c'est la formule de Dobinski finie, qui est la belle formule que je vous ai annoncée. Hein. On peut vraiment dire que c'est la belle formule, the belle formula, en anglais. Voilà. Alors, entre parenthèses, quelques petites histoires supplémentaires. Ici, on reconnaît le développement tronqué de 1 sur E. Vous prenez 1 sur E et vous le tronquez à n-k. Voilà. Voilà, ça vous fait ça. C'est ce terme-là. Mais on a une formule finie. On verra bientôt sur cette chaîne
la version infinie de la formule de Dubinsky, qui est dans Carnet de voyage en analyse temps. Et bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, les formules, donc on a 1, 2, 5, donc B3 ça fait 5, ensuite 15, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, 52, 203, 877, bon bah voilà, c'est une jolie suite à repérer. Et on la retrouve, donc c'est ce qu'on disait, dans le nombre de partitions, le nombre de relations d'équivalence, le nombre finalement d'orbites, et aussi, par exemple, le nombre de factorisations d'éléments qui sont sans facteur carré. Vous prenez par exemple 30, d'accord, il a 3 facteurs premiers sans multiplicité. Eh bien, ces nombres-là, regardez comment ils se décomposent. Ben, vous pouvez le décomposer 30 en 2 fois 3 fois 5, ou en 6 fois 5, ou en 10 fois 3, ou en 2 fois 15, ou tout simplement en 30. Voilà. Ben, pourquoi? Ben, parce qu'il y a 3 nombres premiers, et à chaque fois que j'ai une décomposition de 30 en facteurs tout court, hein, eh bien, ça correspond exactement à une partition de l'ensemble à 3 éléments. Et donc, il y en a exactement B3, c'est-à-dire ici 5. Ici, on a la partition 2, 3 et 5. Là, on a 2, 3, 5. Là, on a 2, 5, 3, etc., etc. Bon, on peut s'arrêter là sur cette belle preuve.